Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, chers compatriotes, bonsoir. C'est Richard Antoine Kapeta Kazadi qui vous retrouve dans le cadre de l'émission habituelle hebdomadaire sur la réflexion. Réflexion sur le Congo. Le Congo, c'est un grand malade qui n'a pas encore guéri et nous devons continuer à réfléchir. Aujourd'hui, notre thème de réflexion s'intitule « Le peuple gagne toujours, quoi qu'il en coûte ». Au cours de l'émission d'aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons toujours voulu écouter nos aimables auditeurs. Nous lirons quelques messages de nos auditeurs. En fait, ils nous les ont envoyés et il faudra absolument qu'on vous les lise. En ce qui nous concerne l'émission d'aujourd'hui, nous voudrions qu'elle soit basée sur des questions. En fait, nous avons plus de questions à poser. Les questions à poser sont les suivantes. Est-ce que le changement qui a eu lieu dans le pays est un cadeau qui nous est fait par le pouvoir de Kabila? Vous avez la réponse. Aujourd'hui au pays, il est de quel intérêt, de l'intérêt de qui pour voir Félix Antoine Tshisekedi échouer? Qui a intérêt à voir Félix Antoine Tshisekedi échouer au pays aujourd'hui? C'est à vous de trouver la réponse. Qui ont aujourd'hui intérêt à voir ce pays-là entrer en déflagration, en feu et sang, pour imposer encore du recul à l'histoire nationale? Qui a intérêt à voir cela? C'est à vous de trouver la réponse. Nous avons vécu ce que nous avons appelé la dérive au niveau du Parlement la fois passée. Je voudrais poser la question, qui sont à la base de cette dérive? Qui y ont provoqué les autres? Nous devons être sérieux, nous devons être honnêtes, nous devons être objectifs si nous voulons que ce pays change. Qui ont été à la base de la polémique qui a eu lieu dans le pays au cours de la dernière semaine? Qui était à la base de ça? Je dirais même, qui ne trouve pas l'intérêt de voir ce pays changer, le changement s'installer dans ce pays? Qui est celui qui ne trouve pas d'intérêt à voir le changement dans le pays? C'est à vous de répondre. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je pense qu'il y a aujourd'hui des problèmes qui sont des problèmes artificiels que l'on veut poser pour empêcher le pays d'avancer, pour empêcher le pays de changer, pour empêcher le pays de construire une nouvelle page de son histoire, délibérément. On parle des armes, beaucoup d'armes qui sont sorties de Kingangati, qui sont allées vers Kalemi, qui sont allées vers Minembe, mais dans quel intérêt ces armes sont en train de circuler dans le pays? Pourquoi réellement il y a tant d'armes qui se dirigent vers Kalemi? On parle aussi de beaucoup d'armes qui sont allées vers le Kivu. Dans quel intérêt est-ce que ces armes descendent vers le Kivu? Est-ce que le président de la République voudrait voir ce pays versé dans le sang? Il n'a aucun intérêt à voir ce pays versé dans le sang. Il ne peut pas gouverner un pays dans le sang. Mais nous avons vu, par exemple, au niveau du Parlement, le parlementaire en train de faire de l'amalgame. J'ai entendu un, comme vous l'avez aussi entendu, qui dit, écoutez, dans ce pays, on signe des ordonnances alors qu'il n'y avait pas d'urgence. Dans ce pays où il n'y a pas d'emploi, dans ce pays où il y a encore des guerres. On veut faire le problème des guerres comme étant les problèmes actuels qui a vu les jours avec le régime en place, les nouveaux pouvoirs en place. Non, les guerres ont existé pendant plusieurs années. Par contre, le régime en place est en train de mettre les bouchées doubles pour arriver à trouver des solutions au problème des guerres. On ne peut pas considérer que ce problème de guerre existe
à partir de maintenant. Un problème qu'on n'est pas arrivé à résoudre, on veut tout jeter sur le camp du président Félix Antoine Tshisekedi. Je crois que nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. On parle de banque de salaire, de travailleurs, mais est-ce que c'est aujourd'hui que les travailleurs du Congo n'ont pas de salaire? Voilà comment ces députés sont allés faire de l'amalgame devant la tribune du Parlement. En fait, nous devons être sérieux. Aujourd'hui, les vrais fils de ce pays, ceux qui aiment ce pays, ne voudraient jamais voir ce pays réverser encore dans les tiraillements, dans les troubles, dans les fusions de sang. Personne de ceux qui aiment ce pays ne voudrait voir cela. Mais par contre, c'est clair qu'il y a des gens qui voudraient voir ce pays s'entre-déchirer pour qu'ils trouvent l'occasion de justifier beaucoup de choses. Ces gens qui n'ont pas réussi pendant 18 ans, qui n'avaient aucune opposition, qui pouvaient tout faire comme ils l'entendaient, ces gens n'ont aucun intérêt de voir Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, réussir dans sa mission. Je pense qu'on doit être sérieux. Je ne supporte pas Félix parce qu'il est Moulouba. Non, pas du tout. D'ailleurs, les Balouba, je ne dirais pas qu'ils sont les seuls démocrates. Dans le monde, il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus qui ont un esprit démocratique, mais les Balouba ont cet esprit de démocratie. C'est ainsi qu'il y a, dans la culture Louba, un adage qui dit « Tuya Yakubamwanda Katuyukubawetu ». Regardons du côté de la raison et non du côté d'une autre. Ça, les Balouba ont appliqué. Je ne vais pas vous citer beaucoup d'exemples ici. Est-ce que on suit Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il s'appelle Tshisekedi, le fils de Tshisekedi? Non, pas du tout. On suit Félix Antoine Tshisekedi, on veut l'accompagner dans sa lourde tâche de changer le destin de ce pays parce que cet homme est porteur d'un projet. Le projet d'instauration d'un État de droit, où les libertés fondamentales seront respectées. L'état de droit, c'est un état où il y a des institutions fortes. Regardez comment nous nous plaignons aujourd'hui de la CENI. Ce sont des institutions légères qui ont été taillées, tout simplement pour plaire à des individus. Donc, il n'y a pas d'état de droit s'il n'y a pas des institutions fortes qui s'imposent à tous. L'état de droit, c'est la raison pour laquelle nous soutenons Félix Antoine Tshisekedi, parce que l'état de droit, c'est un état qui arrive à mettre en place, à former des dirigeants crédibles. L'état de droit, c'est un état où il y a la primauté du droit. Un état où, nous l'avons dit la fois passée, où il y a une politique, une communauté politique éthique. C'est la raison pour laquelle nous soutenons Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle je soutiens Félix Antoine Tshisekedi comme chef de l'État. Ce n'est pas parce que nous le soutenons pour des raisons tribales ou des raisons quoi que ce soit, mais parce qu'il est porteur d'un grand projet qui fera demain que le Congo soit respecté comme un État, comme un pays. Nous sommes à la risée de tout le monde, à la risée du monde entier. Nous sommes le pays qui a donné le plus de réfugiés à travers le monde. Mais nous avons tous envie de rentrer au bercail et de vivre dans notre pays, parce que notre pays nous offre tout. Mais on ne peut pas vivre dans un pays qui ne garantit pas les droits des individus. On ne peut pas vivre dans un pays qui n'assure pas la sécurité des individus. En fait, il y en a aujourd'hui qui s'emploient, qui œuvrent pour que cet ordre nouveau ne s'implante pas dans le pays. Nous les connaissons tous. Alors je disais, qui sont à la base aujourd'hui des problèmes? Vous les connaissez. Dès que le chef de l'État avait voulu savoir qui sont les sénateurs qui ont corrompu, qui sont les parlementaires qui ont été à la base de cette corruption, les parlementaires provinciaux, il y a eu un lever de boucliers terrible du côté du FCC. Un lever de boucliers qui a amené même à l'insulte. L'insulte n'est pas seulement celle qu'on a vécue au Parlement. Lorsque Tamouamba a dit, par exemple, que nous allons le traîner comme un chien, c'est une insulte. Mais nous avons un président qui a un gros cœur, un grand cœur, gros et grand en même temps.
Parce qu'il n'en fait pas cas, il continue à regarder vers le cap. Et ce genre ont dit n'importe quoi, même des ministres, parce que Tamouama était ministre, même chez Okitundu, par exemple, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il faut arriver finalement, si on veut que ce pays marche convenablement, il faut qu'on arrive à mettre en place un code de conduite des dirigeants, des responsables politiques. Nous voulons que les hommes de la rue, que nous sommes, puissions dire du n'importe quoi. Mais quand le plus proche du chef, de l'ancien chef de l'État, traite le chef de l'État élu, investi d'autorité, de pouvoir, il le traite de chien, il dit du n'importe quoi, Kingo Adondo dit n'importe quoi, alors en ce moment-là, ça ne va pas. Toute action mérite une réaction. Quand il y a des réactions, lui de paix se met debout, il descend dans la rue pour vous montrer qu'il ne peut pas supporter ça. N'allez pas réagir, vous allez vous en prendre à vous-même parce que c'est vous qui êtes à la base de cela. Je pense qu'il faut absolument un code de conduite qui devra régir le comportement des différents dirigeants politiques dans les différentes forces politiques, les uns vis-à-vis des autres. C'est extrêmement important et urgent. Parce que si l'homme de la rue insulte M. Joseph Kabila, on le mettra sur le compte de qui? Si un homme de la rue insulte Félix Antoine Tshisekedi, on le mettra sur le compte de qui? Mais quand un député, quand un secrétaire général de ce parti-là, lorsque un président de, c'est pas moi, d'une organisation du FCC se met à dire du n'importe quoi à l'endroit du chef de l'État, ça pose problème. On ne devra pas s'étonner que cela suscite des réactions. C'est cela qui arrive en fait. Alors aujourd'hui, je disais que nous allons vous faire entendre le point de vue de nos aimables auditeurs, en fait, qui nous écrivent par WhatsApp, qui nous écrivent par des emails, qui nous envoient, qui nous appellent par des moyens téléphoniques, qui nous disent ce qu'ils pensent. Et comme vous le savez, les fameuses ordonnances, on ne va pas s'empêcher de le répéter, les fameuses ordonnances étaient honnies par le FCC parce que ils étaient en train de mettre en place des gens qui demain devaient arriver à sortir, à mettre à la place publique tous les dégâts qui ont été commis par l'ancien pouvoir. C'est cela. Donc, l'ancien pouvoir est dans la torpeur parce qu'il a peur que les colis qu'il a laissés puissent lui exploser sur le visage. Et on vous a dit la fois passée, c'est inimaginable qu'un pays comme le nôtre, en fait, en croisant toutes les données du centre Carter, du Global Witness et des divers contrats de la GECAMI, il se révèle entre 2009 et 2014, rien que le permis minier de la GECAMI ont généré 262 millions de dollars par an, dont seulement 5% sont entrés dans le trésor. Ah, ils ne voudraient pas que tout cela soit connu. C'est ça le problème. Entre 2011 et 2014, la GECAMI a généré 1,1 milliard, dont 705 millions ont pris les ailes. Où est-ce qu'ils sont allés? On ne sait pas. Ils ne voudraient pas qu'on sache tout ça. Entre 2016 et 2017, des contrats cachés au public ont généré plus de 500 millions de dollars et cet argent n'a laissé aucune trace. Il y a énormément de cas comme cela. Alors, ils ne voudraient pas que ce soit d'autres gens qui arrivent, qui atterrissent à la GECAMI, qui atterrissent à la tête de grande entreprise qui est la vache laitière de la République pour connaître le secret de ce qu'ils ont fait. Et on doit vous dire ici, en fait, qu'il y a beaucoup de choses. Ils ont caché beaucoup de choses. Ils ont signé des contrats avec des pays étrangers. Tels qu'aujourd'hui, par exemple, ces pays-là réclament l'argent parce qu'ils avaient déjà fourni ce qu'ils devaient. On parle notamment, par exemple, du commerce d'armes que Kabila était en train de mener, de faire.
Et c'est pas si les Russes, parce que il y a des pays comme le Tchad, comme la République centrafricaine, comme le Sahel, qui ont obtenu des armes à partir du Congo, à partir de marchés qu'aimait l'ancien président Kabila. Donc c'est tout cela qui fait que ces gens ont tellement peur, ils veulent contrôler le tout comme par le passé. En fait, leur but n'est pas de changer la situation, la marche du pays sur le plan de gestion. Leur but, c'est de cacher le secret qu'ils ont fait. Parce que quand ils auront un ministre de la Défense, il va assurer leurs intérêts. Quand ils auront un ministre de Finances ou de la Justice, il ne va pas poursuivre les gens qui ont commis des gaffes. Ils continueront à commettre des gaffes. Ils continueront à honorer les contrats qu'ils ont signés avec des pays étrangers. Et dans ce cadre-là, nous vous disons qu'il y a quelque chose qui vient de tomber. C'est quoi? C'est un vol spectaculaire qui a eu lieu à la JCAMIN ce 15 juin à Lubumbashi. Et c'est quoi exactement? On vous parle des 10 fûts d'uranium qui ont été tirés de la JCAMIN. 10 fûts d'uranium qui ont été gardés de manière très sécuritaire. Quelque part, c'est une révélation qui nous vient des Congo, Katanga Post. Ce samedi, permettez qu'on vous le lise, ce samedi 15 juin 2019, la disparition miraculeuse de 10 fûts contenant de l'uranium gardé dans un coffre-fort depuis plusieurs décennies. Vous connaissez ce que c'est l'uranium? Vous connaissez aussi le danger qu'il représente. Vous connaissez qu'il y a des États voyous, par exemple, qui sont sur la liste de pays qui ne veulent pas recevoir ces minerais spéciaux parce qu'ils peuvent demain faire produire des armes qui constituent un danger à l'humanité, pour l'humanité. Alors, c'est 10 fûts qu'on constate qui ont disparu. D'après la source des Katanga Post, les 10 fûts seraient vendus, c'est pas moi, plus d'un milliard. Et pour ce fait, plusieurs responsables et gardes industriels de la JCAMIN, par exemple, seraient aux arrêts à l'Agence nationale de renseignement. Alors, nous, de notre côté, nous nous posons la question, est-ce que ce n'est pas des produits qu'on est en train de livrer, peut-être à la Russie, ou à la Chine, ou à l'Iran, qui avaient déjà versé l'argent, parce que l'ancien président de la République avait fait beaucoup de marchés avec ce genre-là, et il ne trouvait pas le moyen de livrer, parce qu'il avait rassuré à ce genre-là qu'il ferait tout son mieux. Il promettait même après l'avènement du gouvernement, il devra tout faire parce qu'il espérait que le gouvernement va contrôler tout ce qu'ils ne doivent pas, ils n'ont pas le droit de contrôler normalement. Que nous avons appelé les ministères régaliens. Donc pour le ministère régalien, nous disons que le chef de l'État doit lutter jusqu'au bout. Comment serait-il chef de l'État s'il ne peut pas diriger la défense, lui qui est le commandant suprême? Comment pourrait-il être chef de l'État s'il ne peut pas orienter nos relations internationales, la diplomatie? Comment peut-il se dire chef de l'État s'il n'a pas la justice qui est l'instrument qui lui permettrait demain de sanctionner, de frapper sur la tête des individus immoraux qui jouent avec l'État? Comment il pourrait se dire chef de l'État s'il n'a pas de finances? Comme on dit toujours, l'argent est le nerf de guerre. C'est avec les finances qu'il pourra demain financer différents travaux. Donc, il y a des choses sur lesquelles le chef de l'État doit être intraitable. Peu importe combien de temps ça prendra. Parce que ce genre, qu'on se le dise, ils posent les problèmes aujourd'hui des ministères, demain ils poseront d'autres problèmes. Je le dis la fois passée, je le dirai toujours davantage. Les problèmes des ministères. Imaginez que pendant que le chef de l'État va vanter M. Joseph Kabila en Tanzanie comme celui qui a permis que nous puissions avoir une succession démocratique
une alternance démocratique dans le pays, je voulais dire. Mais lui, pendant ce temps, il est en train de faire des choses incroyables au pays. Aujourd'hui, la publicité inonde les télévisions, des journaux montrent que Kabila, voilà ce qu'il a fait, il s'est battu pour le pays. Mais Kabila ne s'est pas battu pour notre pays. Kabila était venu, il a considéré le Congo comme un but.